Chapitre 3. Stupide et encore plus stupide. La tâche presque insoluble est de ne laisser ni le pouvoir des autres, ni notre propre impuissance nous étourdir. De Theodor Wiesengrund Adorno. Une ligue de 1658 assauts de dupes contre l'incertitude constitutionnelle de la vie a marginalisé le principal moteur de la créativité. Les revenants continuent de ruiner la sagesse de l'humanité sur son stade embryonnaire renouvelé. Les tentacules de la doctrine de l'idiotie persistante ont la même portée sociale dévastatrice à travers le monde. Les dogmes cyniques se développent toujours à partir de la complaisance de chacun. Les tentatives de faire sombrer la méchanceté dans l'oubli ne doivent pas être perçues comme un acte d'héroïsme. Personne ne mérite des applaudissements pour s'attaquer aux monstres psychosomatiques vicieux de tous. Je ne suis moi-même pas innocent. Il fut un temps dans ma vie où ma tolérance reposait sur un écart-type naïf de folie. J'étais juste un peu discourtois envers les nuls qui se félicitent de démocratiser un quartier pauvre. Je n'étais pas hypersensible aux imbéciles qui jurent de ne voir ni race ni sexe. J'aurais dû utiliser comme sac de boxe le visage d'un idiot dont l'idée d'améliorer le niveau de vie dans une région ravagée par la guerre consiste à attribuer un cochon à une famille. Encore une fois, il était difficile à l'époque de comprendre tous les gènes psychiques enfermés dans un zélote. Il faut prendre le temps d'écouter les conversations à travers la pyramide socio-économique pour élever la conscience de soi de la dévastation mondiale à un niveau extraterrestre. Osez marcher dans n'importe quel atelier du savoir respecté, qu'il soit à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, et vous serez submergé par l'odeur cyanique des conneries dialectiques. Dans ces laboratoires, les futurs tsars financiers ainsi que les dirigeants des organisations internationales développent le concept de bon sens marginal. Leur modèle de merde ne tient pas compte des équations des despotes paranoïaques et des bouffons gloutons. Ce faisant, l'approche dérivée de la justice partielle neutralise l'instabilité psychologique qui stoppe la croissance du commerce de ces pays pauvres. Des hypothèses pathétiques façonnent l'interprétation des normes sociales, du commerce et des échanges, ainsi que la neutralité politique jusqu'à leur dépravation morale. Inutile de s'inquiéter de la puanteur de cette charte puérile. La maîtrise inégalée dans l'art du rembourrage des préjugés est parfaitement propre. Il y a une énorme quantité d'énergie gaspillée autour de ce refrain déchirant. L'augmentation des salaires déclenche automatiquement la robotisation des supermarchés et la suppression d'emplois. Il a été prouvé que de telles affirmations sont impeccablement erronées. La fin de l'esclavage des personnes brunes et noires, du travail des enfants ainsi que des journées de travail plus courtes et des avantages liés à l'emploi ont montré que la dignité humaine et le succès de l'exploitation par la classe ouvrière ne s'excluent pas mutuellement. Je hais le salaire minimum plus que des milliardaires arrogants et critiques. Là où eux et moi réclamons l'abolition du salaire minimum, je veux détruire la notion obsolète des valeurs de base de la vie. Je n'ai pas encore trouvé de solidarité envers ma cause. La notion de salaire minimum a rendu la schizophrénie liée à la répartition de la richesse très fonctionnelle. L'amélioration du travail obtenu sans robot asservissant est au mieux une hypocrisie ouverte et au mieux une incohérence. Il est impératif que les robots soient asservis et remplacent les muscles humains et les embarras afin de briser les chaînes du fardeau du salaire minimum.
Qu'y a-t-il à dire sur les escapades insensées de célébrités pour ne pas jouer aux héros dans le monde fantastique pour s'attaquer à des défis sociaux palpables? De bravo au corporatisme, ces passages branchés hypnotisent le public, gonflent la pseudo-excuse horrible pour le plus grand bien et embellissent les absurdités. L'ovation debout donnée à ces bouffons ne fait que détruire les espoirs de milliards d'âmes du monde obscur et des ghettos sentimentaux. Ces spectacles insupportables ne réveillent pas le bon sens et la fermeté dans les pays pauvres et les banlieusards. Lorsque tout est mis en jeu, l'humiliation et la misère poussent généralement les sympathiques et les transfuges vers l'extrémisme violent. Religion et armes à feu. Les cerveaux bien équilibrés devraient être surpris d'apprendre que les inégalités alimentent la colère de ceux qui ont subi l'injustice et constituent un motif pour choquer les anciennes. Écrire l'histoire est aussi important que de faire l'histoire. Si l'écrivain ne reste pas fidèle au créateur, alors la vérité immuable prend une qualité qui va confondre l'humanité. De Mustafa Kemal Atatürk. J'en ai marre de constater que partout dans le monde, nous venons faire l'éloge de Andrew Carnegie, de J.P. Morgan, de John D. Rockefeller et de Cornelius Vanderbilt, en tant que grands entrepreneurs. Ces êtres humains méprisables ont été couronnés du titre « Les hommes qui ont mis le monde entier sur la bonne voie ». Leur bonne volonté gonflée est devenue le credo de la rationalisation de cigares capitalistes d'élargir les portes d'or du mal pur et de la décriminalisation de l'avarice. Les voix condamnant leurs tactiques diaboliques sont la cible de l'opprobre. Pour cette insulte, je dois remercier mes amnésies contemporaines face à la révolution industrielle. Il n'est pas nécessaire de se procurer une pelle pour déterrer le sentier laissé derrière leurs mauvaises affaires et leurs exploits. Ils ont consolidé leur pouvoir et leur influence suprême tout en stockant de manière agressive des gemmes et en recueillant un prestige inutile. Partout dans le monde, la tribu d'un terrain de jeu sur le marché libre s'intéresse à l'étranglement de la concurrence. Les cadavres sont alors mis en sac pour un chef d'État corrompu et la poubelle est sinistre. Ce que Andrew Carnegie, J.P. Morgan, John D. Rockefeller et Cornelius Vanderbilt appelaient maître de l'ordre dans le système chaotique n'était rien d'autre que l'arrêt de la révolution sociale. Leurs ententes commerciales pionnières sont en effet des cas de mal honteux, inutiles. Pour avoir une idée de leur engagement à réhabiliter l'esclavage et la domination mondiale, ces malfaiteurs financent un braquage politique et réussissent à obtenir leur pion. William McKinley a été élu 25e président des États-Unis, a ensuite annulé toutes les réglementations qui gênaient ses bienfaiteurs pour accumuler encore plus de richesses. Aujourd'hui, ce projet visant à amasser de l'argent et des politiques publiques parallèles ont été déployés dans le monde entier par ces voyous fortunés toujours plus avides. Les individus consumés par la culpabilité, tombés à la Maison-Blanche pour briser les rangs de l'établi corrompu, constituaient une source d'opposition pour les industriels en ébullition et étaient essentiels au social, au commerce et à l'insurrection politique du XXe siècle. Les coups antitrust infligés aux braqueurs ont imposé de nouvelles traditions commerciales, ou du moins inversé la déshumanisation du cycle du travail. La situation a également ouvert grand les portes à une nouvelle génération de manipulateurs d'affaires moins vicieux qu'Henry Ford. Il existe des preuves irréfutables que la révolution industrielle a stagné la répartition de la richesse.
Dès que leur monopole a été décapité, pour la première fois, les Américains blancs ont été capables de se nantir de choses qu'ils fabriquaient. La révolution industrielle américaine ne peut pas se réconcilier avec l'intégrité académique et avec la doctrine moderne du marché libre, esthétique et sanctionné. Et ainsi, le capitalisme n'est pas compatible avec la croissance et le développement humain et artistique. De nos jours, la guerre civile américaine a été décorée de l'allégorie héroïque des États libres et éclairés du Nord, repoussant la gorge des États du Sud esclavagistes et brutaux, tradition de l'humanisme. C'est un exemple de la tradition commune des marionnettistes des nations puissantes de retracer l'histoire. Même si la vérité a été obscurcie dans les brumes de la partisanerie dépassant les frontières américaines, ce n'est jamais être perdu. Pour ceux qui ont encore la tête froide, la guerre civile américaine concernait deux modes d'exploitation en concurrence: l'esclavage au sud et l'auto-esclavage au nord. Au-dessus de l'expansion territoriale américaine sur la côte pacifique comme le butin de la guerre américano-mexicaine. Les vestiges des coutumes inhumaines et racistes des États-Unis avant la guerre civile sont encore vécus avec violence aujourd'hui. Pour apprécier mon attachement à l'anti-monopole et comprendre mon dévouement à l'égard de l'anti-privatisation, il est jugé nécessaire de compartimenter les deux sentiments différents. La corde mince est tordue reliant l'Arkansas aux Égyptiens du remake du printemps arabe qui a conduit à un échange en plusieurs parties de pharaons des temps modernes en dit long sur notre interconnectivité sociale. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fondement moral des lois antitrust qui retiennent la fin d'un maniaque de l'argent qui engloutit de manière flagrante tout un secteur de besoins ou de désirs humains. Au lieu de cela, les pilleurs internationaux et leurs commanditaires ont un recours à la paranoïa mondiale pour casser les filets de protection des pays en développement et activer le dépaysement de leur économie nationale. L'une naviguant à travers la science et l'autre descendant la falaise théologique. Elles finiront toutes deux par être déçues et insusceptibles. C'est une question de temps avant de se laisser entraîner dans les idiotismes politiques ou scientifiques hautement subventionnés. L'incapacité humaine à supporter la douleur ou à éviter le blâme pourrait nous amener à regarder à travers des lunettes roses agonisantes des vêtements historiques. Dans cette peinture sombre du monde, comment un état d'esprit non conformiste peut-il préserver une mesure appropriée de santé mentale et d'intégrité? Non, Massa, il vaut mieux que je n'ai pas appris, car de nombreux érudits sont de grands imbéciles. De Negrotum. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Cette vertu est étrangère à l'arrogance. Des dissections chirurgicales académiques de classiques béatifiés de Los Pistoleros ne conduisent pas un chapeureux à douter de la sainteté des intellectuels lupins. Le temps peut changer le sens contextuel sans intention. Plonger dans l'intention de demandeurs extravagants ouvre une boîte de Pandore qui humanise indubitablement les divinités célèbres et sape leur héritage. Pendant si longtemps, le monde a été nourri de nombreux mensonges pour garantir des constructions sociales. Un grand nombre de dénigrations ostentatoires ont été acceptées comme une vérité. Leur longévité est née de la complaisance dialectique des paysans modernes et de la stupidité des grands intellectuels. La philosophie est une isométrie cérébrale olympienne, extrayant l'authenticité du panier des incertitudes. C'est la quête ridicule de nous comprendre pour prendre conscience de nous-mêmes. Partout dans le monde, les gens décrivent intuitivement des endroits inconnus comme un foyer de brutes. Pour des prémices inappropriées,
qui s'ajoutent à des motifs sournois. Emmanuel Kant a été couronné comme le plus grand philosophe des temps modernes. Je lui ai demandé de me guider pour expliquer l'origine de différentes races humaines, en particulier chez les Noirs, car cela allait devenir ma boussole culturelle. La croissance des parties spongieuses du corps devait augmenter sous un climat chaud et humide. Cette croissance a produit un nez épais et retroussé et des lèvres épaisses et grasses. La peau devait être grasse, non seulement pour réduire la transpiration excessive, mais également pour empêcher l'absorption nocive d'un air pollué et humide. La profusion de particules de fer qui se trouvent autrement dans le sang de tout être humain et qui, dans ce cas, est précipitée dans la substance en forme de filet par évaporation de l'acide phosphorique. Ce qui explique pourquoi les nègres puent. Cause de la noirceur qui brille à travers l'épiderme, outre tout cela, la chaleur humide favorise la forte croissance des animaux. En bref, tous ces facteurs expliquent l'origine du nègre, qui est bien adapté à ce climat, à savoir fort, charnu et agile. Cependant, tellement sa mère patrie lui fournit, il est aussi paresseux, indolent et à la traîne. Maintenant, je dois faire une pause. Tous les marsupiaux délégués aux espèces situées plus bas sur le mât totémique, permettez-moi de passer au niveau de stupidité de Kant en faisant sensationnaliser le contrepoids de Schenck-Anta Diop. Théorie des deux berceaux. Ma description de l'origine de Cracker et la diminution des parties spongieuses du corps devrait être causée par le climat froid et sec. Cette dégénérescence a produit un nez pointu, au bec mince et saillant, et des lèvres minces. La peau devait être sèche et translucide par mesure de protection en raison de mauvaises pratiques hygiéniques, et dans ce cas, si elles sont mouillées, les déchets épais qui recouvrent l'épiderme sont dilués, ce qui explique pourquoi tous les crackers sentent le chien mouillé. En plus de tout cela, le froid sec favorise l'homosexualité. En bref, tous ces facteurs expliquent l'origine du cracker, qui est bien adapté à ce climat, à savoir gangrène, agressivité, dégoût de l'existence, pessimisme, esclavage des femmes et dépravation morale. Cependant, parce que son environnement aride et froid ne permet pas de subsister à long terme, il est également sadique, à l'esprit de clocher et est hystérique. Si vous applaudissez ma plus mauvaise réplique, alors vous êtes un néandertalien. Les revendications peuvent être construites pour tenir compte des yeux bridés de l'Asie orientale ou pour généraliser le souffle arabe déplaisant. Dans le même esprit de serment d'Hippocrate et non de préjudice, l'enquête scientifique devrait s'abstenir de fournir des preuves irréfutables aux stéréotypes offensants. Albert Einstein a affirmé que le racisme est une maladie des Blancs. Il a ignoré ou n'avait aucune idée des bigoteries des autres races. La nation japonaise de pureté ethnique ou la notion que les Noirs russes ne sont pas noirs. Les peuples indigènes pauvres en Bolivie cultivent la pitié et le dédain pour les Noirs. Les Africains noirs fronçant les sourcils sur toute femme qui fréquentait des hommes blancs. Un autre fantôme surestimé et trop cité, David Hume, qui, je suppose, n'était pas au courant de l'université de Sankore, établie au début des années 1300 à Tombouctou, a écrit « Je suis enclin à penser que les Noirs
et, en général, toutes les autres espèces d'hommes, car il y en a 4 ou 5 types différents, sont naturellement inférieurs aux blancs. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'un teint autre que blanc, ni même d'individus éminents en action ou en spéculation. Aucune fabrication ingénieuse parmi eux, aucun art ni de science. En revanche, les plus rudes et les plus barbares des Blancs, tels que les anciens Allemands, les actuels Tatars, ont encore quelque chose d'éminent dans leurs valeurs, la forme de gouvernement ou un autre particulier. La consistance des héros analytiques du Caucase, béatifiés dans le marathon raciste est constante. Chaque course mérite une médaille d'achèvement pour sa contribution à cette saga absurde. Ibn Khaldoun est un Africain convaincu que la géométrie éclaire l'intellect et redresse les esprits. Il est souvent considéré comme l'un des parrains de l'économie moderne, en particulier de l'économie monétaire Burke. L'homme est crédité d'avoir observé et énoncé les avantages de la division du travail dans son livre Kitab al-Hibar, bien avant qu'Adam Smith ne l'énonce avec les concepts empruntés aux physiocrates français. En outre, Khaldoun a brillamment introduit la théorie du travail des siècles de valeur avant David Ricardo. Il a également laissé échapper « Au sud, il n'y a pas de civilisation proprement dite. Il n'y a que des humains qui sont plus proches des animaux muets que des êtres rationnels. Ils vivent dans des fourrés et des grottes et mangent des herbes et des céréales non préparées. Ils se mangent souvent. Ils ne peuvent pas être considérés comme des êtres humains. » Chaque siècle semble commencer et se terminer par une synthèse bigote occidentale qui règne en maître sur l'univers. Au milieu du voyage, l'humanité tout entière déverse une vénération excessive sur des êtres humains scandaleux, désignés comme les grands penseurs de leur temps. Le cas le plus ignoble doit être Gandhi. Je suis profondément troublé chaque fois que le Mahatma Gandhi est appelé poliment « grande âme » par quiconque ne porte pas courageusement le signe de la croix gammée. Le pédophile impénitent a offert aux Indiens d'Afrique du Sud une jurisprudence sous le régime de l'apartheid. Il croyait en la pureté des races. Pour Bappu, les Indiens étaient sans aucun doute inférieurs aux Caucasiens, mais déplorait que nous pouvions comprendre ne pas être classés parmi les Blancs, mais être placés au même niveau que les autochtones semblait trop difficile à supporter. Les kafirs sont généralement non civilisés, les condamnés encore plus. Ils sont gênants, crasseux et vivent comme des animaux. L'aristocrate français Joseph Arthur est un exemple alarmant des coûts considérables liés à la prolongation d'hypothèses préjudiciables. Ne sachant pas comment mener des recherches scientifiques, il devint merveilleusement célèbre pour avoir développé la théorie de la race de maître arien. Il a classé les gens par la couleur de leur peau et a affirmé que le quotient intellectuel est déterminé par le patrimoine génétique. Et le Troisième Reich a fait de son mantra irrationnel une pièce maîtresse de leur carnage orchestré. Aujourd'hui, les skinheads vauriens et les racistes et misogynes scientifiques bêtes éliminent la suspicion irréfléchie de fournir un motif pour un engagement contre l'absurdité inscrit dans le monde universitaire.
On ne peut pas espérer une bonne avancée en faisant simplement appel aux traditions existantes. Les préjugés scientifiques sont profondément ancrés dans les universités. Le préjugé est un déséquilibre moral inquiétant lorsque la signification des valeurs fluctue. D'autre part, un comportement préjudiciable inflige de graves dommages à l'ensemble de la société qui vise à priver l'équité sociale d'un autre individu. Si nous restons sur le même tapis de danse, nous pouvons prédire avec le plus haut degré de certitude l'aggravation de l'injustice sociale et des tragédies récurrentes du commerce et des échanges à l'échelle mondiale. Le chant d'un oiseau semble toujours le même pour l'oreille grossière d'un indifférent. De Rosa Luxembourg. L'effet prolongé de cette omnipotence synthétique ne fait que pâlir en comparaison du changement de la guerre clandestine dévastatrice sur le contrôle de l'esprit du genre humain. Le gain obtenu par la science sur la religion était attribué à la modération de la bigoterie, du racisme, du sexisme, de l'esclavage et d'autres absurdités flamboyantes. D'autres résultats sont déconcertants. Les triomphes scientifiques contemporains ont conduit à l'intellectualisation de chaque conversation. Dans cet engouement, on pense que les cognoscenti occidentaux sont infaillibles et que les revers de western sont considérés comme des divinités dans les enclaves des ghettos universitaires du monde entier. Vous serez peut-être intrigué par Kant, Hume, Diop, Gandhi et la diarrhée raciste verbale de Khaldoun. Comment des observateurs aussi estimés du comportement humain et de la luminescence pourraient-ils être capables d'une telle ignorance? Lorsque les gens essaient de préserver les métiers traditionnels, nous devons applaudir leurs efforts. Le passé enrichit la culture contemporaine. Dans certains cas, nous devrions prendre des mesures extrêmes pour corriger les pépins de l'histoire. Des gens comme Kant et Hume, pour ne nommer que cela, et leurs préjugés emblématiques ancrés dans leur œuvre ont subi des dommages dévastateurs indicibles pendant des siècles. Déclarer tout leur attirail et Bataclan caducs est plus qu'un exemple ou un avertissement pour les autres racistes scientifiques belliqueux. Il met fin aux applaudissements de leurs méfaits et guérit peut-être l'humanité de l'argument convaincant d'une dysenterie. Qui est Eugène Karl Düring? Toutes les ruses d'injustice reposent largement sur la psychologie pour manipuler la sagesse collective en faisant croire à l'illusion de la justesse. À moins que vous n'ayez été dans les tranchées, en regardant fixement les universités économiques sans intimidation, vous vous demandez certainement quelles sont les accusations que je pose contre le capitalisme. Il existe différents types de dossiers et d'expositions auxquels vous êtes désensibilisés. Ce n'est pas une tâche facile d'allumer les problèmes sous-jacents que je mets dans votre cerveau. Pour faire éclater votre constellation comme une vue ou des bulles, je devrais revenir à l'histoire et vous attirer dans un acte de trahison et une stupidité à gogo. Dred Scott, vs Sanford, 1857. Moins d'un siècle après la publication de son mémoire par Oloda et Cano, Dred Scott, un nègre, tenta de poursuivre en justice pour sa liberté son propriétaire en raison de son séjour prolongé dans des États et territoires où l'esclavage était illégal. En exposant son cas de manière si affreuse, il a ratifié l'idée selon laquelle l'être humain n'est pas une chose à laquelle tous les êtres humains ont le droit de jouir, en vertu de la simple qualité d'être humain. Stupide.
Dans cette décision historique, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de Scott et a précisé que ni lui ni aucune autre personne d'ascendance africaine ne pouvait prétendre à la citoyenneté américaine parce qu'ils étaient des propriétés comme une chaise ou un cochon. Bête. Selon Scott et la Cour suprême des États-Unis à cette époque, à moins qu'un groupe d'êtres humains vivants ne remplissent les prérogatives ambiguës d'êtres humains, ce sont des objets. Je n'ai aucune sympathie pour Scott, car il n'avait aucune intention de supprimer l'esclavage. S'il était admis comme un homme libre, je parie qu'il aurait exercé le privilège d'être humain et aurait acheté ses propres esclaves. Je ne m'attendrai à rien d'autre d'un système judiciaire qui tente encore de retrouver le chemin du fanatisme. Tout au long du 19e et 20e siècle, les intellectuels lupins ont galopé partout dans le monde, livrant une harangue intense pour défendre les rangs de la société, du commerce et des classes politiques. Ils perpétuent les injustices sociales sous toutes leurs formes, comme conséquence normale de la nature. Pour eux, nous ne sommes que des moyens de production jetables et seul un petit nombre d'entre nous, les riches, sont des créatures spéciales, êtres humains. De nos jours, et à cette époque, cet évangile méphitique a gagné davantage de terrain scolastique. Les 99% soutiennent encore bêtement cette construction sociale sordide et mortifiante, stupide et encore plus stupide.